On termine notre émission avec Fais ton choix avec Mika Guerrier qui arrive ici en hochant la tête. Tout va bien, toi, oui? Tout va très bien, messieurs. Vraiment sûr de très toi. bonne humeur. Sûr de moi, en tout cas, je dégage cette image, diront certains. OK, oui. Non, Avec une petite pointe d'arrogance. Pas juste certain, je le dis aussi. Un certain swag. C'est ça. Première affirmation, Lane Hudson. Ouais. 52 points en 50 matchs à venir jusqu'à présent cette saison. Le trophée Norris, pour lui, c'est quelque chose d'accessible ou si c'est inatteignable? Écoute, j'y vais en nuance, mais je suis obligé de dire oui. Pour une raison très simple, c'est quand je regarde pas seulement le nombre de points de Lane Hudson, parce que présentement, il est à égalité au deuxième rang des pointeurs chez les défenseurs avec Zach Werenski. Tout juste 2 petits points devant celui qu'on considère peut-être comme le meilleur défenseur de la Ligue nationale de hockey, Cale Makar. Mais je regarde son jeu également défensif. Puis là, je lisais sur les réseaux sociaux dernièrement des gens qui disent « Ah, bon, pas choisi avec l'équipe américaine, mais tu sais, il joue pas défensivement, il est tout petit. » Excusez-moi, ces gens-là n'ont pas regardé les matchs du Canadien. Je regarde seulement une statistique qui est peut-être pas la plus fiable, mais on la considère quand même les plus et les moins. Plus 18. C'est pas parmi l'élite de la Ligue nationale de hockey. Là. Il n'est pas au niveau de Cale Makar, mais Cale Makar joue avec une équipe aussi qui est beaucoup plus puissante à plus 29, lui. Mais plus 18, ça le met autour du 15e rang, Lane Hudson. Et quand tu regardes son effort, comment il joue défensivement, il se replie. Il se fait pas battre physiquement comme on aurait pu le croire pour un joueur de sa stature, tu sais, à 5 pieds 8 à peu près. Écoute, je l'ai vu dans le vestiaire l'année passée dans les séries éliminatoires. Il a l'air tout frêle, mais son niveau de compétition, comme le dit Martin Saint-Louis, son niveau d'engagement sont à un niveau supérieur. Il est vraiment parmi l'élite à ce niveau-là. Donc, peut-être pas parmi les 3 finalistes, mais est-ce que je le mets dans le top 5 présentement dans la Ligue nationale de hockey? Certainement. Et on va voir s'il peut continuer ce qu'il fait présentement, parce que c'est 52 points. C'est en 50 matchs, messieurs. C'est ça. En 50 matchs, c'est incroyable. OK, quel arbitre a été le moins pire dans le monde du sport dans les derniers jours? Est-ce que c'est l'arbitre qui a appelé la punition fantôme à Hudson hier ou l'arbitre qui a pris la décision pour l'attraper controversé des Bills en fin de match contre les Broncos? J'ai hésité entre les deux. J'ai failli prendre, en fait, l'arbitre qui a décerné, dans le fond, un 2 minutes à la ligne bleue. Là. C'est pas mal ça. Mais je dirais, le moins pire des deux, c'est celui dans le match de la NFL qui a accordé l'interception aux Broncos de Denver en fin de semaine. Et je m'explique, messieurs, c'est que la pénalité... Qu'est-ce que j'ai dit, non? Tu as dit d'attraper les Bills? Les Bills, oui, c'est ça. OK, c'est ça. Je voulais juste être sûr. C'est ton choix. Oui, c'est ça, le moins pire des deux. Pourquoi? Parce que la pénalité fantôme, là, il y avait absolument rien. Il n'y avait pas d'ambiguïté. Il n'y a pas eu de contact. Il n'y a rien eu. Mais sur ce jeu-là, il y a de l'ambiguïté. il y a beaucoup d'ambiguïté. Même des joueurs qui disent, ben non, c'est clairement une interception parce que le joueur n'avait pas possession du ballon. Il n'a pas fait un geste qui ressemble à un joueur qui a la possession. Cooks, là-dessus, n'a pas, par exemple, commencé à courir. Il n'a pas retenu le ballon pour ensuite se mettre au sol, puis on lui arrache une fois rendu au sol. Dans la motion, on lui a arraché le ballon. Moi, je pense encore que c'est un vol. Mais honnêtement, je suis prêt à donner un passe-droit à l'arbitre là-dessus. Un mulligan, comme on dit, au golf, parce qu'il y avait une controverse sur le jeu. Mais je pense qu'on aurait peut-être dû aller à la reprise vidéo, ne serait-ce que pour calmer tout le monde, puis dire... dédouaner un peu l'arbitre, puis dire, oui, l'arbitre a pris une décision, mais nous, dans la tour de contrôle, on ne peut pas la renverser. Mais c'est la même chose avec la pénalité fantôme hier au Centre Bell. Mais il semble que la Ligue nationale devrait, dans ce cas-là, alors que c'est clair, net et précis, dire, hey, viens au banc, là. Tu t'es trompé, tu ne l'as pas vu. Tu ne fais pas passer l'arbitre pour un fou. C'est juste qu'on l'erreur remet les est humaine. pendules. Exact. L'erreur est humaine. Il s'est excusé corrigé l'erreur. Exact. Il est allé au banc à l'entracte à la fin de la 3e période, aller voir Lane Hudson. L'affaire là, dans ce jeu-là, et même sur place, moi j'étais au Centre Bell hier, sur place rapidement, j'ai dit, ben voyons, il l'a pas touché. Puis mes collègues étaient comme « Ah, peut-être que accroché avec le patin. » On l'a revu, c'était clairement, il était à 2 pieds. Là-dessus, puis je comprends les ligues de dire « Ah, on ne va pas nous envoyer nos arbitres sur l'autobus. mais... Au contraire, moi, je connais un dicton, je ne sais pas si vous le connaissez, messieurs, qui est très simple. On ne répare pas une erreur avec une autre erreur. Puis le problème, c'est qu'après, on est obligé de faire ça dans la Ligue nationale parce qu'on se dit « Ah, on a accordé une punition qui n'aurait pas dû avoir lieu. Bien, on va accorder une punition qui n'est peut-être pas tout à fait une infraction à l'équipe adverse pour un peu égaler les choses. » Ben non, imaginez
un petit exemple là, pour finir là-dessus. Là. Imaginez le Canadien rate les séries éliminatoires par 1 point, puis le match qui a basculé, c'est celui d'hier où le Wild du Minnesota va marquer en avantage numérique. Là, on ne parle plus juste d'une erreur, là. On parle de millions de dollars. Heureusement, ils n'ont pas marqué. Heureusement. OK, Linus Ullmark maintenant. Il s'est ouvert hier sur ces enjeux de santé mentale. On a eu l'occasion d'en parler ici. Les sénateurs qui avaient mis un couvert sur le chaudron avec leur communiqué. Qui est le plus impacté par toutes ces rumeurs-là qui circulent présentement sur les médias sociaux? Est-ce que ce sont les athlètes ou si ce sont davantage les organisations? Moi, je regarde Linus Ullmark, là, puis pour moi, la question se pose même pas. Là. C'est clairement lui, les joueurs. Les joueurs ont des familles, les joueurs ont des amis, les joueurs ont une santé mentale aussi à protéger. Une organisation, oui, c'est important. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués, mais c'est un peu impersonnel. Lorsqu'on parle du Canadien pour une situation X, Y ou Z, oui, on va viser certains départements. S'il y a un problème de communication, un problème d'image, on va parler à l'équipe des communications. S'il y a un problème, en fait, un joueur qui a des problèmes soit sur la glace ou à l'extérieur de la glace, on va aller voir le directeur général, savoir qu'est-ce qu'il va faire. Si le directeur général ne fait pas son travail, on va aller voir le propriétaire ou le président. Il y a toujours quelqu'un qui va prendre en quelque sorte la chaleur pour l'organisation, puis c'est la marque qui va perdre un peu de plume. Mais là, on a un joueur, on a un cas probant. Linus Ullmark qui dit « Je me suis senti tout croche. Ça m'a anéanti d'apprendre ça. » Déjà qu'il avait ses propres problèmes à régler. Puis en plus, il doit faire avec tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Et en plus, ça vient apparemment d'un compte qui est apparu à peu près de nulle part, qui a lancé cette rumeur-là. La rumeur s'est emballée, puis ça a même atteint le vestiaire des sénateurs d'Ottawa. Donc pour moi, c'est vraiment les joueurs qui sont touchés par ça. Et les joueurs, bien, il faut les protéger. Là. Je comprends là, que les gens parlent de millions de dollars. Ils font des millions. Ce sont des humains. Non. Peu importe l'argent que vous faites, tous les trois, là, peu importe le salaire qu'on fait, on va être affecté par des choses différentes. Parce qu'on a un background différent, parce qu'on a une vie différente, on a un bagage différent. Donc, les joueurs sont affectés par ça. 2 sujets, 1 minute. Oui, excuse-moi, je parle beaucoup. Il n'est pas exclu que des pays boycottent la Coupe du monde en raison de ce qui se passe aux États-Unis, pour ou contre? Pour. Parce que on parle encore des Jeux de Moscou, on parle encore de la Coupe du monde. C'était au Mexique, si je ne me trompe pas, où il y a eu certains pays qui n'étaient pas là. Je ne me rappelle pas là, vite comme ça, j'ai oublié. Mais les Jeux de Moscou, ça, c'est très clair. Les Jeux de Los Angeles, voilà, qui ont été des Jeux qui ont été boycottés également. Ça a un impact. On en parle dans les livres d'histoire. Puis ça a un impact aussi sur les compétitions puis sur les liens entre les pays. Donc moi, je pense qu'on parle de l'Allemagne, entre autres, plusieurs politiciens qui ont dit on devrait peut-être le considérer, mais on a dit en Allemagne que c'est la Fédération allemande qui va décider si on boycotte la Coupe du monde aux États-Unis ou pas. Et les sénateurs ont mis en vente 2 chandails avec les noms des personnages de la série Rivalité passionnée. Les profits vont aller à Ottawa Pride Hockey. Prends-tu celui de Hollander ou celui de Rosanov? J'aurais dit aucun des deux parce que ce sont les sénateurs, puis je suis un partisan du Canadien, je suis un vrai fier Montréalais. Mais ce sera le chandail de Shane Hollander. Pourquoi? Ben parce que c'est un Canadien, justement. Pas le choix. Tu peux pas prendre le chandail d'un joueur russe, là. Hein? Il joue pour l'équipe canadienne. Il y a une logique derrière ça. Il joue pour l'équipe junior, OK. etc. Puis il joue pour